Cet épisode a été tourné dans la coupole d'un observatoire, et le micro nous a lâché avant même l'enregistrement. Nous avons fait le maximum pour corriger la qualité du son, merci à ceux qui m'y ont aidé. Et merci à vous pour votre compréhension. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Bienvenue aussi à l'Observatoire de Saint-Véran où j'étais pour une semaine avec l'équipe donc consacrée au Lucky Imaging et j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Sénégas qui était notre chef de mission et Romain Chauvet, également membre de cette équipe qui pratique le Lucky Imaging. Et je voudrais donc en profiter pour leur poser la question, voilà, qu'est-ce que le Lucky Imaging, quelle est l'histoire du Lucky Imaging, et donc c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui sur la chaîne Astro, sachant que c'est quelque chose, il se pourrait bien que vous puissiez beaucoup plus facilement le faire que vous ne le pensez, parce que vous avez sans doute déjà le matériel. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Mathieu, tu pratiques le Lucky Imaging depuis plus de 20 ans, je crois. Est-ce que tu peux nous donner une définition du Lucky Imaging, des différents types de Lucky Imaging? Alors, l'objectif, c'était, pour le sujet qui me passionnait, de faire des petits objets avec la meilleure résolution possible. Donc pour cela, il faut un télescope très bien réglé, il faut une caméra qui a un faible bruit, parce qu'on va faire des temps de pause relativement courts, et il ne faut pas que le bruit de lecture ou certains autres bruits de la caméra soient prépondérants. Et dans ce cas-là, il faut adapter ces caméras à type d'observation qu'on veut faire aux courtes pauses. Donc la monture n'a pas besoin d'avoir une très grande qualité de suivi puisqu'on va faire des courtes pauses. Voilà, donc avec une instrumentation relativement légère, on peut arriver à faire des images avec une résolution qui est bien supérieure à celle de la plupart des autres astrophotographes. Alors rappelons, et vous avez déjà un épisode sur la chaîne, que finalement, ce qu'on appelle le seeing est un ensemble de composantes de fréquences différentes qui vient au fur et à mesure enfariner un petit peu les étoiles. L'objectif de Lucky Imaging est d'essayer de figer cette turbulence. C'est quelque chose que l'on connaît finalement en imagerie planétaire, parce qu'on est des objets très lumineux, mais justement le Lucky Imaging en ciel profond, c'est une nouvelle piste qui apparaît depuis plusieurs années maintenant avec l'amélioration des caméras. C'est ça, globalement. Alors moi, j'ai commencé, je crois, en 2016 ou 2017, je crois que Mathieu, toi, tu faisais déjà ça avant. Mais globalement, c'est vrai que c'est les arrivées des caméras CMOS à faible bruit qui ont bien changé ça, et la première, ça devait être la Z1600, finalement. En grand champ, oui. En grand champ, oui, et ça date, oui, de 2015, 2016, quelque chose comme ça. Donc en fait, si on part du principe qu'on est habitué à voir des photos qui ont été faites en longue pause, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, on obtient, par exemple sur une galaxie ou sur un amas d'étoiles, des étoiles qui vont assez vite avoir quand même une forme assez évidente et finalement une certaine largeur. On pourrait parler de FWHM. En Lucky Imaging, on pourrait s'attendre à quoi aujourd'hui avec les caméras d'aujourd'hui? Donc personnellement, j'atteins des FWHM qui peuvent descendre à la seconde d'arc, c'est-à-dire une seconde d'arc, voire un petit peu moins, 0,9, 0,8, ça dépend. Et c'est vrai que c'est des niveaux qu'on n'atteint jamais en pause, même avec des très gros télescopes. À part, je ne parle pas de la catégorie professionnelle évidemment, mais du côté des amateurs, on serait plutôt à 2 secondes pour des belles nuits, un peu en dessous peut-être pour vraiment les nuits exceptionnelles. Donc oui, on peut parler d'une amélioration de x2 finalement. Ton expérience, Mathieu? Moi je pense qu'on va bien au-delà, puisque par exemple sur le site de Saint-Véran, avec un télescope qui fait 500 mm, qui donc permettrait d'avoir un FWHM théorique de 0,2 s'il n'y avait pas de turbulence, on essaie et on a obtenu des images de 10 secondes de pause qui étaient à 0,6 secondes d'arc. Et je crois savoir que tu as aussi pu obtenir sur des pauses relativement courtes, c'est vrai. Que 10 secondes, parce que 10 secondes pour du Lucky Imaging, c'est très fort. C'est déjà ça. Toi, tu essaies d'atteindre la limite de résolution de ton télescope. C'est ça, j'ai pu atteindre du 0,5 et du 0,6. Après, c'est aussi la quantité, c'est-à-dire que le 0,5 et le 0,6, c'est le cas extrême. Et si je veux mettre vraiment beaucoup d'images, là, je vais plus sélectionner un peu plus haut. Après, ça dépend aussi du pouvoir séparateur initial de l'instrument, de la qualité du ciel, parce que c'est quand même le ciel qui décide. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour débuter,
quel serait le matériel initial finalement pour débuter en Lucky Imaging? Déjà avec un télescope de 200 mm et avec 1,5 m à 2 m de focale, obtenu directement par le rapport FD de l'instrument comme Schmidt-Cassegrain ou par la jonction d'une Barlow sur un Newton, on peut tout à fait atteindre un échantillonnage assez intéressant et espérer faire beaucoup de poses, faire le tri de ces poses-là avec les logiciels actuels pour obtenir les images les plus fines, faire un compositage très précis et à ce moment-là essayer d'atteindre en pleine cette résolution d'une seconde d'arc qui permet déjà de redéfinir tous les objets les plus connus avec un niveau de résolution rarement vu sur la plupart des images astronomiques, et après de se faire plaisir avec les millions d'autres objets qui existent et qui font que 1 ou 2 minutes d'arc, et qui dans la plupart des photos d'astrophotographes traditionnels, on va dire, qui utilisent des focales de quelques centaines de millimètres, vont rester des toutes petites taches floues sans trop de détails. Alors, il y a un truc qu'on remarque effectivement dans les setups, les packs qui sont vendus pour des télescopes, par exemple un 150-750 sur une EQ3.2, un 200 mm par 1000 sur une monture HEQ5, c'est des combos que l'on voit, dont on a tendance à dire que la monture est clairement insuffisante. C'est un setup qui est suffisant pour du Lucky Imaging. On n'est même pas obligé, on n'est pas obligé d'avoir d'autoguidage. Et on n'est pas obligé d'avoir une motorisation en déclinaison pour faire du rattrapage, si la mise en station est bien faite. Donc en fait, une motorisation en ascension droite, ça suffit. avec un télescope bien équilibré quand même, et avec une caméra. Alors on a consacré un épisode strictement dédié justement aux différents choix de caméra avec quelques exemples que tu nous as donnés, donc vous l'aurez bientôt sur la chaîne. Mais rien qu'avec ça, on peut déjà commencer finalement ses premières armes en Lucky Imaging. Oui, absolument. Donc voilà, moi j'ai commencé avec un 150-750 et c'est vrai que voilà, ça suffit largement. Et alors moi j'avais pris le parti de quand même, bon j'avais aussi lu les forums et que voilà il fallait une monture bien dimensionnée, donc j'avais pris le 150-750 avec une NEQ5, c'est la taille qui est très légèrement au-dessus de la NEQ 3.2 qui est généralement mise dans le kit. Mais il s'avère que je connais plusieurs astronomes qui ont fait du Lucky Imaging avec voilà, un 150-750 et une EQ 3.2. C'est tout à fait possible, forcément on va pas pouvoir faire des pauses de 30 secondes, mais c'est pas le but. Donc voilà, si on... Toi, donc tu étais avec l'IMX 290, voilà, on en parlera. Tu étais sur des pauses de quelle 200 secondes environ. Donc effectivement, on est quand même vachement plus permissif au niveau des montures. C'est ça, j'ai fait des 4 secondes, voilà, 4 secondes ça bougeait déjà un petit peu, voilà, 2 secondes c'était bien, à la fois c'était bien parce que j'avais quand même des objets, je pouvais quand même aller chercher des objets peu lumineux, et j'avais pas trop de déchets de bouger de monture, même voire presque plus du tout, voilà, j'ai fait quelques essais, 1 seconde, enfin voilà, différents, ça dépend, mais voilà. Alors Mathieu, effectivement, le Lucky Imaging, c'est une pratique relativement nouvelle, ça a été quand même un saut technologique. Toi qui as vécu ça de l'intérieur, tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? Alors, j'avais des contraintes, voilà, et puis la volonté de faire des images bien résolues, mais les contraintes sur les caméras CCD à l'époque, comme des SBIG ST7, voire des caméras comme des DMK31 qui servaient aussi pour du planétaire, avaient des bruits de lecture assez importants. On était obligé par leur faible sensibilité relative par rapport au bruit de lecture de faire des temps de pause assez longs, donc il fallait vraiment avoir des bonnes nuits pour arriver à faire des images relativement bien résolues. Sachant que les CCD n'étaient pas forcément très rapides à lire non plus. Vous pouvez avoir mais la DMK31 ça allait, ouais. On a pu commencer à faire des choses plus intéressantes qu'avec les anciennes caméras CCD. Voilà. Par contre, voilà, il y a à un moment donné des séries de capteurs CMOS qui sont sortis avec des très faibles bruits de lecture, et à ce moment-là, beaucoup de monde ont détecté le potentiel énorme que pouvaient avoir ces caméras dans la pratique de l'imagerie ciel profond, parce que pour le planétaire, il y avait déjà des choses qui étaient suffisantes pour le planétaire, mais par contre en ciel profond, l'apport pour le faible flux de lumière qu'on a sur certains objets de magnitude 20 avec un 200 ou 250 mm, c'était inatteignable avec les autres caméras. Donc voilà, le saut technologique a permis, à un tarif relativement abordable aussi, parce qu'on parle d'une caméra à 1000 € ou 1500 € par rapport à d'anciennes caméras qui pouvaient avoir 15 000 €. Donc voilà, les prix ont sacrément baissé. Voilà, et le but du Lucky Imager dans mon esprit, c'est d'utiliser son matériel à fond. En fait, on voit que même un 200 mm avec une caméra, on en fait rarement le tour
au maximum de ses possibilités. Voilà, donc après, quand on a fait ça, on peut augmenter en diamètre, on peut augmenter en taille de caméra, mais voilà, toujours de manière raisonnable, sans avoir besoin d'investir tout son salaire ou l'argent du foyer pour s'assouvir sa passion. Ok, alors on peut parler aussi d'une autre possibilité qu'offre le Lucky Imaging, c'est peut-être une moins grande sensibilité, une moins grande souffrance face à la pollution lumineuse. Oui, alors je ne dirais pas forcément une moins grande souffrance, mais disons que en tant qu'astrophotographe, on peut aller dans deux directions différentes. Pour moi, on peut aller chercher l'objet le plus faible possible, le moins lumineux, la plus petite trace. Ça, en ville, il vaut mieux éviter, on est d'accord. Et l'autre possibilité, c'est aller chercher le plus petit détail, le fin détail. Voilà, ça c'est plutôt ce que nous, on essaye de faire. Et c'est vrai que sur des objets qui sont lumineux, et ben finalement, observer en ville comme des nébuleuses planétaires, voilà, la nébuleuse de l'œil de chat, par exemple, voilà, et ben on va tout à fait pouvoir shooter ces objets-là, et pas moins bien qu'en plaine, qu'en campagne finalement, parce que l'objet est suffisamment lumineux pour passer au-delà de la pollution lumineuse, et finalement, on pourrait même se dire que en ville, de toute façon, on n'aura pas de faibles extensions, donc on n'est même pas obligé d'essayer en fait. Donc on peut juste faire des pauses courtes, se concentrer sur le centre brillant de l'objet qu'on essaie de détailler au maximum, pousser un peu la focale, etc. et avoir des très bons résultats. Voilà, j'ai vécu un temps à Paris et j'ai même fait quelques observations en Lucky Imaging depuis ma fenêtre à Paris avec le 150 sur quelques nébuleuses planétaires. Ça fonctionne. Voilà, donc il n'y a pas que le SHO qui est possible en ville, ou le planétaire, il y a aussi le Lucky Imaging qui pourrait être une solution pour vous. Voilà. C'est vrai que c'est quand même un nombre de cibles assez restreint, oui. Voilà, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus, mais il y a des possibilités. Sachant qu'on peut avoir quelquefois un très très bon signe en ville. Oui. On va utiliser une caméra la plupart du temps noir et blanc, parce qu'en fait ce qui compte dans le Lucky Imaging c'est le squelette de l'image, donc c'est une image monochromatique souvent, dans laquelle on peut plus tard appliquer une image couleur pour l'habiller de manière plus esthétique, mais vraiment ce qui est le plus important c'est l'image de base, le squelette. Sur une nébuleuse planétaire, par exemple, on va pouvoir facilement mettre un filtre O3. En ville, ça va éteindre complètement la pollution lumineuse et on va avoir la sensibilité qui va être très bonne dans cette bande spectrale pour la caméra. Donc voilà. Après, des amas globulaires vont aussi très facilement accepter qu'on restreigne un petit peu la bande passante par des filtres de rejet de pollution lumineuse sans que ça atténue ce que nous on recherche qui est la résolution. Au contraire, même si on restreint un peu la bande passante, on va gagner encore en résolution parce que le signing, la turbulence va varier selon la longueur d'onde qu'on observe. Donc en fait, c'est même un avantage de pouvoir restreindre des fois un peu la longueur d'onde et profiter de la sensibilité de ces caméras. Donc voilà, une bonne nouvelle en fait à travers ces épisodes consacrés au Lucky Imaging, donc déjà sortis et qui vont sortir sur la chaîne Astro, c'est de vous dire que par exemple avec une caméra même non refroidie, planétaire, vous allez pouvoir vous lancer aussi dans cette pratique de l'astronomie amateur. Est-ce qu'il y a d'autres choses un petit peu à dire encore pour conclure ? Tiens, peut-être un astronome amateur que je trouve très très inspirant par rapport à la qualité de son travail, Christian D. Vous le connaissez bien, vous ? Christian Dupouillet, plus toi que moi, je pense. Oui, il nous a inspiré sur la qualité des images qu'il obtenait, la finesse qu'il obtenait, en utilisant pourtant un matériel relativement traditionnel, l'une des caméras CCD qui était quand même à l'époque la plus sensible, une parfaite maîtrise de son matériel, de la mise en station, du suivi, un tri des images lui permettant d'obtenir déjà un facteur important de gain en résolution comparé à l'astrophotographie traditionnelle. Donc oui, c'était par son catalogue en plus d'objets, de beaux challenges pour nous. Son site mérite vraiment des tours, on vous met le lien dans la description. Les logiciels, justement, il y a quand même eu un sacré bond aussi au niveau des logiciels, puisqu'à l'époque c'était du tri carrément manuel sur plusieurs milliers de photos. Oui, j'ai fait, il y en a qui font encore. Mais c'est vrai que là, c'est surtout, je vais citer surtout Cyril, pour le ciel profond, qui a changé beaucoup de choses, qui a multiplié la vitesse peut-être par 10 par rapport à ce qu'on avait avant. Alors, Iris et reste toujours un excellent logiciel, il y a beaucoup de fonctions intéressantes que j'utilise encore pour certaines choses. Mais c'est vrai que là, on a franchi un cap dans la rapidité de traitement et ça aide beaucoup parce que forcément, comme qui dit pause courte, dit quantité d'images énorme. Alors quand on veut trier les images à la main sans images, ça va. 1000 images,
ça commence à faire. Très fastidieux. Et voilà, et j'en connais, je vais citer donc Albéric de Bodvig, qui est aussi quelqu'un qui fait toujours du Lucky Imaging. Et voilà, lui, ça lui arrive de traiter 50 000 images à l'œil, alors je sais pas comment il fait, mais moi personnellement, je préfère faire confiance au logiciel, même si c'est vrai que... Cyril donne quand même des indications et on peut ensuite choisir les choses. Peut-être une toute dernière chose que l'on pourrait dire, c'est que pour ceux qui font de l'imagerie traditionnelle, avec des pauses de 30 secondes, 1 minute, etc., ça peut peut-être être intéressant de faire une petite session de Lucky pendant quelques minutes après, et d'essayer de recombiner justement les deux prises de vue pour gagner un petit peu aussi en finesse. C'est ça. Alors d'une part comparer, déjà voir s'il y a une différence, si le suivi est suffisamment bon, peut-être que la différence sera finalement assez faible, voilà, ça va dépendre. Mais c'est vrai que l'absence d'autoguidage, le fait d'avoir moins besoin de suivi, normalement, on va voir l'amélioration. Oui, mais même pour quelqu'un qui fait de l'autoguidage, en fait, là je parle plus de l'enfermement des étoiles, on va pouvoir essayer de redonner sans être obligé d'aller se faire un traitement artificiel finalement de la taille des étoiles. Mais attention, on a un gros problème souvent d'échantillonnage, on ne travaille pas du tout à la base au même échantillonnage. Toi, c'est vrai que tu es un adepte de monter en échantillonnage. Quelqu'un qui va faire de l'astrophotographie traditionnelle sur un objet va souvent adapter son échantillonnage à des objets, en nébuleuses ou galaxies assez grands, et on n'est pas du tout dans le même ratio d'échantillonnage. Donc, je lui demandais de changer sa configuration pour refaire une petite image derrière, pourquoi pas, mais c'est peut-être compliqué pour lui. Ça permet de voir aussi ce qu'on pourrait obtenir en changeant d'échantillonnage. C'est-à-dire que si on voit qu'on a une amélioration et qu'on est à la limite de ce qu'on peut faire tout simplement parce que nos pixels sont trop gros, là on peut se dire peut-être ce serait intéressant de monter un petit peu, ou beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que pour l'échantillonnage, on n'en a pas complètement parlé, mais la règle d'ailleurs qu'applique aussi Christian Duprier et que moi j'aime bien appliquer, c'est de prendre notre taille d'étoile avec WHL qu'on a sur nos meilleures images, quand on est vraiment à la Barlow, etc., et de diviser cette valeur par 3 ou 4, et ça va nous donner une taille de pixels qui est, on va dire, potentiellement bonne pour avoir les plus fins détails possibles. Alors après, évidemment, si la nuit est meilleure que la nuit sur laquelle on a fait l'essai, là, forcément, on va peut-être être un peu en limite. Mais voilà, c'est aussi cette... Donc voilà, Christian Duprier, lui, il tape sur un échantillonnage, sur une FWHL de 1,5 secondes, il y a un échantillonnage à 0,5, voilà, c'est assez cohérent. Voilà, moi c'est plutôt une seconde d'arc, j'ai mon échantillonnage à 0,33, 34, voilà, on est à peu près dans les coups aussi. Donc voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une caméra qui va travailler avec un échantillonnage d'une seconde d'arc par pixel va offrir un certain champ de vue sur le ciel. Si vous travaillez avec un échantillonnage à 0,25 secondes d'arc par pixel, vous allez avoir 16 fois moins de champ. Donc vous n'allez pas du tout vous adresser au même type d'objet. Donc voilà, ça c'est un paramètre à prendre en compte. Le Lucky Imaging a démarré avec des caméras, avec des petits capteurs, avec des longues focales, de la difficulté de pointer les objets parfois. Maintenant c'est vrai qu'on prend souvent une caméra avec un nombre de pixels conséquent quand on a une longue focale pour plus facilement trouver les objets, les disposer dans le champ et voilà, se faciliter après le traitement pour avoir un beau champ avec quelques habillages autour. Voilà, c'est toujours intéressant sur ces objets-là. Non, ça va. Bon, allez, pour l'excuse, il commence à faire tard. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour votre participation, pour répondre à cette question, démystifier un peu ce qu'est le Lucky Imaging. C'est vraiment, je pense que c'est une méthode à connaître. Et maintenant, vous allez bientôt pouvoir vous lancer vous-même avec vos télescopes. Voilà, donc vous pouvez retrouver les travaux extraordinaires de ces Lucky Imagers sur différents sites. On pourra citer le site de Robert Casillac sur AstroSurf, où vous retrouverez aussi des photos de Mathieu. On parlera aussi donc de Robert Casillac, effectivement, qui faisait partie de l'équipe, et Laurent Langelet, qui sont aussi sur Facebook et qui nous partagent souvent des collaborations et des photos comparatives avec des images par des télescopes professionnels. C'est assez intéressant de voir la différence. Concernant Romain, vous le retrouverez sur le pseudo Roche, ROCH, sur Astrobin, Webastro et AstroSurf, mais également Romain Chauvet, Astrophotographie, sur Facebook. Voilà, en tout cas, intéressez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire à cette méthode d'astrophotographie. Je suis très heureux d'avoir pu découvrir ça grâce à vous cette semaine. Merci. Ça permet de continuer à étendre ma passion de l'astronomie
et j'espère que vous aussi bientôt vous y lancerez. Donc on vous remercie de votre attention et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Astro. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous. Merci, au revoir. Au revoir.